L'intelligence artificielle, en fait, nos nouvelles façons de travailler, ça c'est vraiment le fil rouge de cette émission aujourd'hui dans Smart Tech. Pour en parler, Pierre-Emmanuel Dumouchel, président directeur général de Dessia, Laurent Servoni, professeur référent en intelligence artificielle du MBA de Vinci Executive Éducation, et puis Vincent Aulet, fondateur de Gigli. Tous les trois, on parle de ce sujet des nouvelles intelligences logicielles qui viennent bousculer nos métiers, l'emploi. Alors, on ne parle pas forcément que d'intelligence artificielle. Vincent Aulet, vous êtes le patron de Gigli, donc société éditrice de logiciels d'aide à la décision, d'aide à la conception pour les ingénieurs. C'est basé sur la thèse de votre doctorat qui a démontré la capacité à anticiper les risques de conception très tôt dans le processus. Et ce que vous nous dites, c'est que ça ne passe pas forcément par de l'IA. Exactement. Alors c'est notre fer de lance. Rappelons-nous que les plus grandes industries ont bâti leur leadership et leur succès sur les hommes, et bien sur le savoir-faire des hommes. Et donc ce qu'on a fait suite à ma thèse, c'est développer un logiciel qui permet de faire ce qu'on appelle de l'intelligence humaine augmentée, c'est-à-dire le savoir-faire, automatiser le savoir-faire des hommes et pas l'utiliser de l'IA. D'une manière très concrète, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte la solution qui a sauvé Apollo 13. Mettre les meilleurs ingénieurs. Expliquez-nous. Alors, mettre les meilleurs ingénieurs autour de la table, leur mettre au milieu de la table tout l'équipement qu'il y a dans la navette et de leur demander de trouver la meilleure solution pour rentrer un carré comme ça, dans un rond comme ça, en moins de 2 heures. Voilà. On met les meilleures expertises d'une entreprise autour de la table. On capitalise leur logique de pensée. Une logique de pensée très simplement, par exemple, si vous analysez les coûts d'un produit, ça va être de dire qu'un coût d'un produit, ça se divise en une partie d'investissement qui va s'amortir sur un nombre d'unités qu'on va produire et sur un coût de fabrication. Voilà. Et bien ça, c'est une pattern de pensée. Donc on saisit en fait une quantité de données aujourd'hui disponibles au sein de l'entreprise qui permettent de prendre des décisions. C'est du logiciel expert ? Ça reviendrait un peu à faire du logiciel expert. Ça veut dire qu'on va finalement demander à des ingénieurs d'expliquer en langage naturel toutes les petites règles qu'ils ont en tête. Et c'est un logiciel qui va reconstruire l'arborescence complexe. On est un peu perdu face à cette complexité lorsqu'on est seul. Là, on utilise un logiciel, on utilise la puissance des ordinateurs pour reproduire toutes ces petites règles mis bout à bout et être capable d'explorer tous les scénarios possibles et inimaginables. Et alors, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi passer à côté de la révolution IA ? Alors, c'est une très bonne question, merci de la poser. Alors, on ne passe pas à côté de la révolution IA. Le constat qu'on a fait avec certains de nos clients comme le CNES, c'est que l'IA, lorsqu'il a besoin, par exemple, d'optimiser un drone, pour être très concret, il va redémontrer la gravité terrestre. Et donc, pour redémontrer la gravité terrestre, il va avoir besoin de beaucoup plus de données. Ouais. Ce qu'on apporte simplement, on est complémentaire à cette chaîne de valeur de l'IA. Ce qu'on apporte à l'IA, c'est la capacité de dire tout ce que l'homme sait expliquer, on va l'expliquer et on va coupler l'IA pour apprendre sur des aspects plus petits les choses essentielles, extrêmement complexes que l'homme ne sait pas expliquer. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de brasser un volume de données aussi important que pour entraîner des intelligences artificielles. C'est ça principalement la différence ? Eh bien, c'est exactement ça. On nous appelle le no data analysis parce qu'on n'a pas besoin de données. On a juste besoin d'écrire les règles exactement comme on ferait dans un fichier Excel. Aucune donnée ? Aucune donnée, quasiment rien. Par exemple, lorsqu'on va marier des cellules de batterie pour faire des packs batterie, on va demander aux ingénieurs de dire comment est-ce qu'on calcule un nombre de cellules en série ou en parallèle. Les seules données dont on a besoin, c'est les caractéristiques techniques d'une cellule de batterie. Et alors, comment ça vient modifier la manière de travailler des ingénieurs ? Alors, ça change la manière de travailler des ingénieurs parce que on leur offre la capacité, premièrement, d'étudier beaucoup plus de solutions que ce qu'ils ont l'habitude de faire avec des outils non informatiques. Finalement, les Excel, on ne gère pas la combinatoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on leur donne la capacité de tester toutes les idées qu'ils veulent et de tous les scénarios opérationnels, y compris toutes les incertitudes possibles qu'on peut avoir sur un projet. Et Dieu sait qu'il y en a dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et ça veut dire qu'il y a un responsable de ce logiciel qui va présenter toutes les options possibles aux ingénieurs, ou c'est chaque ingénieur qui a sur son ordinateur ce type de logiciel ? Alors, le logiciel est découpé en deux. Alors, c'est quelque chose de fondamental parce qu'on veut que chacun puisse mettre son savoir-faire et gérer son savoir-faire. On ne veut pas d'un outil où finalement le savoir-faire de tout le monde va être partagé auprès de tout le monde et tout le monde va se sentir dépossédé de son savoir-faire. Ouais. Donc les ingénieurs ont un logiciel sur leur ordinateur et il y a un autre logiciel qu'on appelle le Gigli Intelligence qui permet de prendre des décisions collaboratives avec le résultat de ce savoir-faire et pas le savoir-faire en lui-même directement. D'accord. Donc on peut vraiment s'approprier son logiciel, en faire son assistant. Exactement. C'est exactement ça le but. C'est en fait chacun a sa propre logique qui est pertinente et on fait juste que marier les logiques entre elles
pour voir les points de convergence et les points éventuels de divergence. Et alors, comment on apprend à travailler comme ça avec un nouvel assistant ? Alors, c'est vrai qu'il y a un petit travail à faire, un petit effort, parce qu'il faut réussir à expliciter son savoir-faire dans un outil. Alors, on a beaucoup développé l'outil depuis 6 ans maintenant qu'on existe, et c'est devenu très simple. En moins d'une journée, tout le monde sait se servir des 2 outils. On saisit quoi comme information ? Eh ben, l'exemple typique, c'est le coût de possession, c'est un coût de CAPEX plus un coût d'OPEX. Voilà, en langage naturel, tel que je l'ai dit, exactement, avec des espaces, donc ça n'a rien à voir avec un Excel. Et le logiciel va automatiquement enrichir son moteur sémantique, apprendre. Et lorsqu'on va lui demander de dire j'ai besoin d'un coût, il va dire je connais tous ces coûts-là. Est-ce qu'il y en a un qui t'intéresse ? Donc il y a un modèle quand même de compréhension du langage naturel. Exactement. Bah, nous, on a hérité de tous les projets qu'on a fait en interne pour être capable de détecter s'il y avait des erreurs dans le raisonnement. Et donc l'algorithme Glee va construire le raisonnement et l'analyser. Donc il va aussi être capable de nous challenger pour être sûr que le modèle qu'on lui propose est le plus pertinent. Il fonctionne en français ou en anglais ? Alors, il fonctionne dans toutes les langues puisqu'il va automatiquement s'enrichir. Il fonctionne bien en français ? Il fonctionne très bien en français, exactement. Et vous appuyez sur quel modèle de langage ? Alors, c'est le langage naturel, exactement. Non, mais pardon, derrière, sur quel modèle de langage ? Alors, en fait, on a développé nos propres algorithmes parce qu'on avait testé pas mal de choses sur les traits croisés de Monte-Carlo, les réseaux bayésiens et même de l'intelligence artificielle. D'accord. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, donc on a développé nos propres algorithmes qui permettent de reproduire exactement, de manière complètement explicite, la logique que l'homme va lui entrer de manière en langage naturel. Donc vous êtes quand même ce qu'on peut appeler une start-up de l'IA ? Alors oui, si vous voulez, ça dépend ce qu'on met dans l'IA. Vous faites partie de la cartographie du Hub France IA ? Alors, je ne sais pas si on fait partie de la cartographie du... Non, je ne crois pas qu'on en fasse partie exactement. La raison est fort simple, c'est que nous, on est dans le très concret, réel. La voiture dans laquelle vous roulez a probablement été partiellement conçue par Gigli, déjà aujourd'hui. D'accord. Et puis aujourd'hui, beaucoup de nos clients qui font de la réponse à appel d'offres avec nos technologies, etc., ne souhaitent pas parler des activités qu'ils ont avec nous. Pourquoi ? J'en parlais la semaine dernière avec un de nos clients qui m'a très justement dit on ne veut pas dire qu'on travaille avec vous parce que vous êtes un avantage stratégique pour nous et on ne veut absolument pas que nos concurrents viennent jouer sur le même terrain que nous. En même temps, là, quand vous en parlez à la télévision ou vous diffusez des communications, ça peut intéresser d'autres secteurs, d'autres entreprises que celles avec lesquelles vous travaillez. Donc, bon, c'est cet avantage concurrentiel. Aujourd'hui, tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut y accéder, bien sûr. Et puis moi, je suis même prêt à offrir à tous les gens qui me contacteront aujourd'hui une licence gratuite pour qu'ils puissent jouer. Bien évidemment, mais mes clients souvent gardent ça sous le coude en disant attention. Vous l'entendez, ça, cette difficulté à reconnaître aujourd'hui qu'on travaille avec des outils d'intelligence artificielle ou en tout cas augmentée ? Ça dépend des domaines. Alors c'est vrai que nous, on est dans un domaine un petit peu similaire côté DCA. Et en fait, nous, on aide sur les aspects un peu plus de design, sur la partie industrielle. Oui. Et en fait, on propose aux ingénieurs en fait, ce qu'on appelle une plateforme qui permet d'écrire leur savoir. Alors nous, non pas en langage humain, mais plutôt en Python, en fait. Donc on est sur les approches low-code. Okay. Low-code. Et donc, on permet à ces ingénieurs de venir écrire la manière dont ils vont dessiner, par exemple, un réseau de refroidissement et de câblage. Et donc, le premier ingénieur, il va expliquer, entre guillemets, la manière dont il raisonne. Et ensuite, il va stocker cela dans un bot. Et le bot sera capable de réexécuter, d'activer ce savoir-là et de venir l'automatiser sur des sujets quelconques. La question, c'était, est-ce qu'on a du mal à reconnaître qu'on utilise ces outils ? Ça dépend des domaines. Qui viennent nous aider ? Nous, on n'a pas trop de domaines, on n'a pas trop de problèmes à reconnaître que l'on travaille avec des SIA. Par contre, précisément, en fait, ce que l'on apporte comme valeur et qu'est-ce qu'on aide à automatiser, là, par contre, il y a un peu plus de confidentialité. Et alors, vous m'avez cité l'exemple de l'automobile. Vous travaillez pour le secteur automobile, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont très avancés dans l'utilisation de ces outils ? Oui, alors le lanceur réutilisable européen, Thémis par exemple, on était en retard, on ne va pas se le cacher, donc ils ont décidé d'accélérer et donc ça fait 3 ans qu'ils utilisent notre technologie. Donc l'aérospatiale beaucoup, énormément l'énergie, pour toutes les problématiques et le challenge qu'on voit aujourd'hui. La défense bien évidemment, un peu le médical, tout ce qui est industrie manufacturière. Aujourd'hui, l'aéronautique également travaille beaucoup avec nous. On fait les trains autonomes du futur aussi, dans lequel vous roulerez d'ici quelques années. Peut-être, j'espère. Ils sont développés avec cette technologie-là. Et ça veut dire que vous travaillez aussi en amont avec les écoles qui forment les ingénieurs ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, je fais des cours à Centrale et à Supaéro pour former les nouvelles générations à ces nouveaux outils qui leur permettent d'aller plus vite et plus efficacement et surtout de gérer toute la complexité dans le monde dans lequel on vit. Eh oui, parce que l'enjeu, c'est la formation dès le départ. Pouvoir arriver dans le monde professionnel en connaissant déjà l'existence de ces outils et en apprenant à travailler à deux finalement. Tout à fait. Donc en tant que
vous m'avez cité en tant que professeur référent donc, du MBA intelligence artificielle. Donc j'interviens à la fois sur un MBA donc, qui forme à l'intelligence artificielle donc des professionnels qui cherchent à se reconvertir dans l'IA. Et puis, j'interviens aussi dans un centre de recherche, dans une société qui s'appelle Talent, où je dirige le centre de recherche. Et effectivement, on combine la formation, c'est ce qui est essentiel. D'ailleurs, on le voit dans le plan de la stratégie nationale à l'intelligence artificielle. Ouais. C'est un volet important de cette stratégie, parce que, en fait, quand on n'est pas formé, ça crée des craintes ou des enthousiasmes démesurés sur ce que peut être l'IA. Donc effectivement, un des points importants, c'est d'abord comprendre l'intelligence artificielle, les fondements des outils qui existent. On a beaucoup parlé effectivement ces derniers temps de ChatGPT, de OpenAI, mais d'autres outils d'intelligence artificielle. Quand on ne comprend pas comment ça marche, soit on en a peur et on se dit qu'on va perdre son emploi, soit on lui prête des capacités qu'il n'a pas. Et puis ensuite, c'est effectivement la formation. Donc dans le cadre du MBA, on forme depuis maintenant 4 ans des gens qui cherchent à acquérir des compétences en intelligence artificielle. Ce sont donc des profils issus de tout métier et de toute catégorie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des directeurs du marketing qui se disent « Tiens, il faut que je comprenne ce qu'est l'IA », des chefs de projet dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de l'automobile, on en a eu pas mal dans le domaine de l'automobile, donc qui cherchent à trouver un nouvel élan dans leur emploi parce que, de manière évidente, l'IA est partout. Aujourd'hui, elle est dans tous les outils. Quand on prend son smartphone pour faire une photo, il y a des dizaines d'algorithmes d'IA qui sont utilisés. Dans tous les métiers, il n'y a plus d'exception, je crois. On va continuer cette discussion ensemble sur la révolution de l'IA, sur l'emploi et les métiers. Vous restez avec nous, Vincent Aulet de Gigli, donc vous dites. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre outil. C'est l'heure de notre Tech Talk.